Rebonjour à tous. Donc, je vais enchaîner avec la deuxième présentation de l'après-midi qui concerne l'échographie mammaire, qui est un sujet tout aussi passionnant. D'autant plus que le cancer du sein, il faut savoir que c'est un cancer qui est très fréquent, malheureusement. C'est le premier cancer gynécologique. D'après les dernières données, une femme sur 10 risque d'avoir un cancer du sein dans sa vie. D'où l'intérêt d'un dépistage tôt qui va conditionner toute une prise en charge. Donc, quel va être le rôle de l'imagerie? L'imagerie, quand je parle d'imagerie, ce n'est pas que l'échographie, c'est toute l'imagerie. C'est d'abord le dépistage. Une fois que vous avez trouvé un nodule, de faire une orientation entre bénin et malin. Lorsque c'est malin, de faire un bilan d'extension, généralement avec un scanner thoraco-abdominopelvien, qui permet de rechercher à la fois les métastases hépatiques, pulmonaires, mais aussi osseuses. On peut également intervenir pour faire les gestes de radiologie interventionnelle. Et enfin, dans la surveillance des cancers du sein. Alors, dans quelles circonstances on peut être amené à découvrir un nodule pulmonaire? Donc, il peut être découvert de façon totalement fortuite, par l'autopalpation. Et là, on insiste sur toutes les campagnes qui ont été faites pour sensibiliser toutes les femmes à s'autopalper au niveau de la douche, etc., pour rechercher ces nodules. Ou bien, c'est des patientes qui vont se présenter. Aussi, un motif très fréquent, ce sont les mastodinies. C'est des femmes qui vont venir, qui se plaignent de douleurs au niveau des seins. Ou c'est des femmes qui vont présenter un écoulement mamelonnaire, voire même des douleurs osseuses. Et là, il faut déjà se poser la question, est-ce qu'il y a des métastases osseuses qui sont associées? L'interrogatoire, donc vous avez l'habitude de faire ça, mais je voudrais insister sur un seul élément de l'interrogatoire, c'est le facteur de risque, les antécédents familiaux. Actuellement, il a été prouvé que les cancers du sein avaient un risque génétique plus accru pour les femmes qui portent le gène BCR1 et 2. Donc le facteur familial est très important à prendre en considération. À la fin de cette étape, donc on va faire un examen clinique. Tout d'abord une inspection. Quand vous allez inspecter le sein, il faudrait rechercher est-ce qu'il y a des signes de rétraction cutanée ou de rétraction mamelonnaire. Est-ce qu'il y a des signes inflammatoires, une rougeur par exemple. Et on passe à la palpation. Donc la palpation pour rechercher est-ce que le nodule est palpable cliniquement ou pas. Déterminer son siège, sa taille, sa mobilité. Plus un nodule est mobile par rapport au plan superficiel et profond, plutôt bénin. Lorsqu'il est plutôt incrusté, bien adhérent, c'est plutôt un nodule qui est suspect. Et son induration, c'est-à-dire la dureté de ce nodule. Est-ce que c'est plutôt un nodule qui fait plutôt kystique ou plutôt solide? Donc lorsque vous avez terminé toute cette étape d'interrogatoire, d'examen clinique, etc., on peut passer à l'échographie mammaire. Alors, la question qui se pose, dans quel cas peut-on réaliser une échographie mammaire en première intention? Alors, généralement, vous pouvez vous contenter d'une échographie mammaire chez une femme jeune, enceinte ou qui allaite son enfant. Ou encore lorsqu'on est en post-opératoire immédiat, dans le cadre de la surveillance, là on peut s'arrêter et faire une échographie toute seule. Mais dans plus de 80% des cas, l'examen il est insuffisant. Il faudra toujours compléter par une mammographie. Ou je dirais même c'est plutôt l'inverse. On commence par une mammographie et on complétera par une échographie. Pourquoi on parle plutôt de couple mammo-écho? Parce que là où l'échographie a ses faiblesses, la mammographie va se rattraper et inversement. Donc, lorsqu'on a une mammographie, à la mammographie, on a des seins denses de type 3 ou 4. Lorsqu'on est en présence de prothèses mammaires, lorsqu'on découvre une anomalie clinique ou mammographique, il faut toujours s'assurer de la concordance. Là, c'est un terme qui est très important. Il faut qu'il y ait une concordance clinique, radiologique et échographique pour chaque anomalie et vérifier qu'il s'agit bien d'une seule et même lésion. C'est-à-dire la lésion qu'on va voir, qu'on va palper cliniquement, doit correspondre au même cadran au niveau de l'échographie et au même cadran au niveau de la mammographie. Et dans l'inflammation du sein. Donc, dans tous ces cas de figure, ce qu'il faut retenir, mammographie seule, uniquement chez la femme jeune. Mais la plupart du temps, on aura besoin de la mammographie et de l'échographie.
Donc, pour ça, on a besoin de quoi? On a besoin d'un échographe. La patiente va être en décubitus dorsal avec le bras au-dessus de la tête. Pourquoi? Tout simplement pour dégager la partie du creux, le creux axillaire et le cadran supéro-externe, donc maintenir cette position. C'est un organe qui est superficiel, donc on a besoin d'une sonde linéaire. Et là encore, on peut aller des sondes de 7 à 18, plus on augmente en fréquence, meilleure sera la résolution de notre image. Alors, une fois que vous avez bien installé votre patiente, comment vous allez réaliser votre examen? Alors, il faut s'assurer d'explorer successivement dans les deux plans, c'est-à-dire avoir une coupe transversale et une coupe longitudinale. Il faut explorer les 4 cadrans, donc supéro-interne, supéro-externe, inféro-interne, inféro-externe, le prolongement axillaire, la région mamelonnaire, et c'est une exploration qui doit être rigoureuse. C'est-à-dire qu'il faut oublier aucun territoire. Lorsque vous examinez votre sein, il faut bien s'assurer que c'est une exploration qui est complète et bilatérale. J'insiste sur la bilatéralité parce que des fois, vous avez des patientes qui viennent pour soit une mastodynie, par exemple, du sein gauche, ou qui découvrent un nodule du sein gauche. Vous commencez par examiner le sein droit, la patiente s'interroge. Elle vous dit, écoutez, moi, j'ai pas mal à droite, j'ai mal à gauche. Donc on a souvent tendance à aller vers le côté pathologique. Ça, c'est une erreur. Il faut toujours être méthodique et rigoureux. Si vous avez l'habitude de commencer par l'exploration du sein gauche, allez-y par le sein gauche. Ensuite, vous allez explorer le sein droit. Et pour calmer les patientes, je m'amuse souvent à leur dire, lorsqu'elles se posent la question, je lui dis de toute façon, vous avez payé 2 examens. Vous avez, pour le même prix, je vais vous explorer les deux, et là, les patients sont généralement contentes. Quand vous faites également quand vous utilisez la sonde, il est important aussi de palper en même temps. Alors, en même temps que vous allez utiliser la sonde, la main droite va tenir la sonde, avec la main gauche, vous allez palper. Pourquoi? Pour déterminer le nodule qui a été palpé cliniquement et ce qui correspond effectivement à l'image que vous voyez à l'échographie. Enfin, le troisième critère qu'on peut utiliser, c'est le Doppler couleur. Ça va nous permettre d'analyser la vascularisation des lésions et de donner des arguments en faveur de la bénignité ou de la malignité, mais ça ne va entraîner aucune modification thérapeutique. L'autre point également que je n'ai pas cité ici, c'est l'élastographie aussi en matière de pathologie mammaire. C'est quelque chose qui est en train de bien évoluer avec les échographes les plus récents. Donc vous avez cette fonction élastographie qui peut vous aider pour déterminer est-ce que c'est plutôt une lésion kystique ou plutôt une lésion solide et déterminer la dureté de la lésion. Alors, avant de commencer votre examen, il y a un certain nombre de réglages qu'il faut faire au niveau de l'appareil. Tout d'abord, positionner la focale. La focale, il y a une touche au niveau de l'échographe qui vous permet toujours positionner la focale au niveau de la zone d'intérêt, la zone que vous voulez explorer. Là, vous avez une focale qui est ici, vu que le parenchyme mammaire, il est de ce côté-là. Ça, c'est des réglages vraiment tout simples qu'il faut toujours s'assurer que tout est bien fait. Pareil, au niveau du réglage du gain. Il y en a qui sont plus à l'aise avec un gain excessif, etc. Mais non, il faut bien s'assurer que là, vous avez une image normale, mais si vous augmentez le gain, on ne peut pas trop dire est-ce que c'est vraiment une lésion kystique ou pas. Mais lorsque vous avez un gain normal, vous êtes pratiquement sûr que c'est une lésion kystique. Alors, une fois que vous avez déterminé la lésion, il faut bien entendu déterminer sa localisation. Et pour ça, on va s'aider de 2 choses. Il y a ce qu'on appelle la localisation par cadran. Donc, si on prend la glande mammaire, on trace 2 lignes perpendiculaires et on va partager le sein en 4 cadrans. Supéro-interne, inféro-interne, inféro-externe et supéro-externe. L'autre moyen de localisation, c'est ce qu'on appelle la localisation horaire. Donc la même chose. Ici, vous êtes à midi, 3 heures, 6 heures, 9 heures. Donc la même chose des 2 côtés. Donc, si vous avez une lésion, par exemple, qui se trouve à ce niveau-là, on va dire que la lésion se trouve au niveau du cadran supéro-interne à 2 heures et on va donner la distance par rapport au mamelon. 1 cm, 2 cm, 3 cm. Donc avec tout ça, pourquoi il faut être précis? Parce que derrière, il peut y avoir des biopsies. D'accord? Donc c'est bien de préciser où se trouve exactement la lésion.
Une fois que vous avez terminé d'explorer tous les cadrans, la région rétromamelonnaire, il ne faut pas oublier le drainage lymphatique du sein. Et au niveau du drainage lymphatique, il y a bien évidemment le drainage axillaire, mais deux choses qu'on a tendance à oublier, c'est la chaîne mammaire interne. On peut aussi avoir des adénopathies quand on a des cancers mammaires, et le creusus claviculaire. Donc tout ça, c'est accessible, c'est superficiel, on peut très bien l'explorer à l'échographie. Très bien. Donc une fois que vous avez fait votre examen, maintenant on va aller un peu plus loin et voir les résultats normaux de l'exploration échographique. On va parler de la classification Beiratz et on va voir quelles sont les pathologies bénignes, les pathologies probablement bénignes et les pathologies malignes. Donc, lorsque vous faites votre échographie, ça c'est un schéma, il y a plusieurs plans à étudier. Donc tout d'abord, le plan cutané, c'est la peau. Juste en arrière, vous avez le tissu graisseux sous-cutané. Encore plus en arrière, vous avez la lame adipeuse postérieure, suivie par le plan du muscle pectoral et les côtes. Et au milieu de tous ces plans, vous avez la glande mammaire, tout simplement, qui se situe à ce niveau. À l'échographie, donc à quoi ça ressemble? On retrouve effectivement tous les plans, le tissu graisseux sous-cutané, le tissu glandulaire, qu'on voit très bien ici, qui apparaît hyperéchogène, ça c'est une femme jeune, parce qu'il est hyperéchogène, un peu hétérogène avec des petites plages hypoéchogènes, la graisse rétroglandulaire et le muscle pectoral. Ça c'est une image typique d'une échographie mammaire. Mais cet aspect peut différer, soit en fonction de l'âge ou en fonction du cycle. Donc on peut avoir plusieurs aspects. Ça va tout simplement du sein qui est complètement graisseux. Donc là, la masse graisseuse est nettement supérieure au tissu glandulaire. Ou bien un sein homogène, comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Et entre les deux, donc on peut avoir un sein qui est hétérogène, diffus. C'est ce qu'on appelle, nous, l'aspect tigré des seins, qu'on retrouve le plus souvent chez les femmes jeunes, donc en fonction du cycle hormonal. Donc il faut bien avoir en tête que vous n'aurez jamais la même image d'une femme à l'autre. Une fois que vous avez reconnu votre tissu glandulaire, la question est de savoir est-ce qu'il y a des lésions au sein de ce tissu glandulaire. Une fois que vous trouvez ces lésions, la même chose, plusieurs critères vont vous permettre d'analyser ces lésions. Tout d'abord, la forme. Est-ce que c'est une lésion qui est ronde, plutôt ovale, avec des contours polylobés ou des contours irréguliers? Les contours nets, flous, microlobulés ou spiculés. Alors plus on va se diriger dans ce sens, plus on va vers la malignité. L'échogénicité. Est-ce que c'est une lésion kystique, anéchogène? Est-ce que c'est une lésion hyperéchogène ou hypoéchogène? Les calcifications. La mammographie elle est beaucoup plus pertinente en matière de calcification, mais on peut les voir aussi à l'échographie. Déterminer la taille de la lésion, son adhérence. Est-ce que c'est une lésion qui va renforcer les échos ou plutôt qui va nous donner une atténuation postérieure? On verra que ce n'est pas du tout la même chose. Donc, une fois qu'on fait toute cette analyse sémiologique, on arrive à 3 syndromes échographiques. Alors, soit vous êtes devant une lésion typiquement liquidienne, donc c'est une lésion qui est anéchogène, avec des contours réguliers, qui renforce les échos en postérieur et qui est déformable. Tout ce qui est liquide, souvenez-vous, lorsque vous appuyez dessus, va se déformer. Ou bien on est devant un syndrome échographique tissulaire bénin, c'est-à-dire c'est une lésion qui est solide, avec des contours nets, réguliers, une structure homogène, un grand axe qu'on dit le grand axe qui est parallèle à la peau. Parfois, ça peut donner aussi un renforcement postérieur. Il n'y a jamais d'atténuation postérieure dans les lésions tissulaires bénignes et elle n'est pas déformable contrairement aux lésions kystiques. Troisième cas de figure, syndrome échographique tissulaire malin. Pourquoi malin? Parce que les contours sont flous, irréguliers, une structure hétérogène, un axe plutôt perpendiculaire à la peau, un contraste élevé, parfois une atténuation postérieure,
il peut s'invaginer dans le tissu sous-cutané, ou plutôt en profondeur, et elle peut présenter une couronne échogène. Donc à partir de là, ça paraît très simple. Donc quand vous avez une lésion, vous pouvez très facilement la classer parmi ces trois syndromes. D'où notre classification de BI-RADS. BI-RADS, c'est quoi? C'est juste l'acronyme de Breast Imaging Reporting and Data System. Donc c'est une classification américaine qui a été donnée par le Collège américain de radiologie et qui existe depuis bien longtemps, mais c'est la classification qui est reconnue et qu'on utilise partout dans le monde. Donc on va classer ces lésions de 0 à 5, voire à 6. 5, ça veut dire que le classement est en attente, donc généralement on ne l'utilise pas. BI-RADS 1, ça veut dire que c'est une mammographie normale, donc on tombe devant un tissu glandulaire tout à fait normal, il n'y a aucune lésion. Le BI-RADS 2, c'est une anomalie qui est typiquement bénigne. Le 3, c'est une anomalie qui est probablement bénigne. On va voir pourquoi probablement et pas typiquement. Le 4, c'est une anomalie qui est suspecte. Et le 5, c'est une anomalie qui nous évoque d'emblée un cancer. Le 6, généralement, c'est quand c'est déjà prouvé histologiquement. On peut parler de BI-RADS 6, mais bon, on n'utilise pas trop ça. Alors, on va commencer par le plus simple. La pathologie bénigne, c'est le BI-RADS 2. Donc là, on va regrouper deux types d'entités. Tout d'abord, ce qu'on a les kystes typiques. Ça, c'est les kystes que vous avez l'habitude de voir, que ce soit au niveau du sein ou ailleurs. Donc, ce sont des formations qui sont anéchogènes, qui peuvent avoir une forme arrondie ou ovale, peu importe, mais toujours avec des contours et une paroi qui est fine. Il n'y a pas de calcification, il n'y a pas de végétation, il n'y a rien du tout. C'est un kyste qui est purement typique. Mais attention, encore une fois, au réglage de votre appareil. Attention au gain. Donc il faut toujours s'assurer que vous avez un bon réglage de gain. Là, le réglage il est bon. Là, on voit le gain qui est excessif, donc on n'a pas vraiment une image anéchogène. Mais bon, on a des signes indirects, c'est le renforcement postérieur derrière. Voilà, on est devant une lésion typiquement kystique. Et si vous disposez d'une élastographie, c'est encore plus simple. Vous pouvez vous assurer que c'est vraiment une lésion kystique. La deuxième pathologie bénigne la plus fréquente, qu'on retrouve très souvent lorsque vous faites une échographie, particulièrement chez les femmes jeunes, ce sont les fibroadénomes. Donc, typiquement, ce sont des nodules qui sont solides, avec une forme ovale, avec ce qu'on appelle le grand axe que vous avez ici, qui est parallèle au plan cutané, des contours qui sont réguliers, donc ils sont nets et réguliers, et une lésion qui est hypoéchogène, parfois iso-échogène. Donc ça, c'est un fibroadénome qui est complètement typique, donc il n'y a pas à s'inquiéter, c'est ce qu'on appelle le BI-RADS 2. Donc toujours un même exemple, et ça peut aussi donner un renforcement postérieur qui est un critère de bénignité. Les autres pathologies bénignes, qui sont un peu plus rares, mais qu'on peut facilement retrouver, ce sont les lipomes. Les lipomes, généralement, c'est des lipomes qui vont être sous-cutanés, qu'on va voir plutôt au niveau du plan des tissus graisseux, et qui va être ovale, avec des contours réguliers, qui sont hyperéchogènes. Là, ce sont des lipomes typiques qu'on peut facilement reconnaître à l'échographie, il n'y a pas à s'inquiéter. Le ganglion intramammaire, ça aussi, la même chose. Donc là, vous voyez bien à la mammographie, une petite opacité avec des contours nets, réguliers, qui n'est pas inquiétante. Lorsqu'on fait l'échographie, on retrouve une lésion qui est bien limitée, avec un centre hyperéchogène et une couronne hypoéchogène. Donc c'est comme les adénopathies inflammatoires qu'on peut voir un peu partout dans le corps. Donc ça, ce sont des BI-RADS 2. Les amartomes, en fait, ça va vous donner un aspect de ce qu'on appelle l'aspect de sein dans le sein. Donc, comme vous voyez ici, là, vous avez une lésion qui est solide, qui est ovalaire, avec au centre des petites plages hypoéchogènes. Ça ressemble à un sein dans un sein et qui n'a aucun critère de malignité. C'est un amartome. L'hématome, généralement, on a un contexte clinique, même si des fois les femmes n'osent pas dire qu'elles ont reçu un coup au niveau de la poitrine, il faut y penser aussi. Et l'hématome évolue en fonction de son ancienneté. Donc lorsqu'elle se présente à la phase aiguë, c'est une lésion qui va apparaître hyperéchogène. Plus on va aller vers la chronicité, plus l'hématome va se liquéfier.
Donc là, c'est important de reprendre l'interrogatoire avec la patiente et de s'assurer qu'effectivement, il y a une notion de traumatisme. Le BIRATS 3. BIRATS 3, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Donc là, et c'est ce qu'il y a de plus difficile à annoncer à la patiente. Donc on ne sait pas trop quoi dire. Est-ce que c'est bénin? Est-ce que c'est malin? Mais ça nécessite une surveillance. C'est-à-dire il faut quand même ne pas s'alarmer, mais surveiller. Donc dans le BIRATS 3 échographique, on va classer tous les kystes atypiques. Pourquoi atypiques? Parce qu'ils ne présentent pas une anéchogénicité totalement parfaite. Donc pourquoi? Il peut y avoir soit des fines granulations, donc c'est des kystes avec des fines granulations, soit des kystes atypiques de par le contour, qui peuvent être bilobés, voire plus. Donc là, vous avez un kyste qui est bilobé. Soit il présente une hémorragie à l'intérieur, donc l'hémorragie à la phase aiguë va apparaître de façon hyperéchogène. Le kyste peut présenter des calcifications pariétales. On peut aussi avoir des cloisons. Des cloisons peuvent être fines ou épaisses. Plus elles sont épaisses, plus elles sont suspectes. Et enfin, la paroi. Les végétations aussi, c'est important. Et au sein des végétations, il faut bien décrire la végétation au sein du kyste. Est-ce qu'elle a des contours réguliers? Est-ce qu'elle a plutôt des critères de malignité? Là, on peut passer du 3 au 4. Donc ça se discute. Mais en tout cas, on est devant un kyste qui est atypique. Deuxième volet des BIRATS 3, c'est ce qu'on appelle les tumeurs phyllodes. Alors les tumeurs phyllodes, c'est des tumeurs qu'on peut diagnostiquer à l'échographie et à la mammographie. C'est des lésions qui vont se présenter comme des lésions solides, ovalaires, bien limitées, une écostructure un petit peu modérément hypoéchogène, mais avec ce qu'on appelle des remaniements microkystiques, comme vous pouvez le voir ici. Ça, c'est une tumeur phylloide typique. Pourquoi typique? Parce qu'on a tous les critères de bénignité, mais ce n'est pas un fibroadénome. Parce qu'à l'intérieur, vous avez des remaniements kystiques. Le papillome intragalactophorique, ça aussi, c'est des choses qu'on voit très souvent. Donc, c'est une dilatation des canaux galactophoriques, généralement en rétromamelonnaire. Et à l'intérieur de ces canaux galactophoriques, qui normalement sont anéchogènes parce qu'ils contiennent du liquide, à l'intérieur de ces canaux, on peut avoir des bourgeons endoluminaux. Voilà, comme ici. Ici, avec des contours réguliers, donc on étudie aussi les contours, et c'est des lésions qui vont être classées BIRATS 3. Enfin, la pathologie inflammatoire. Et je vais vous expliquer pourquoi personnellement, je la classe en BIRATS 3. C'est les mastites, les abcès, les galactophorites. Alors, dans les mastites, on va avoir un remaniement du tissu glandulaire, avec tout d'abord un épaississement cutané. Donc, quand on dit pathologie inflammatoire, il y a toujours une réaction que vous pouvez voir même cliniquement, soit une rougeur, soit un épaississement cutané, et avec des petites collections parenchymateuses à l'intérieur. C'est des collections qui ne sont pas encore réunies, un peu dispersées. Là, on est devant un cas de mastite avec cliniquement des signes inflammatoires et biologiquement des signes inflammatoires également. Au stade plus évolué, donc ces petites collections vont s'unir entre elles pour former un abcès carrément. C'est ce qu'on voit ici. Là, c'est un abcès, on a un contexte clinique. Alors pourquoi? Pour moi, je les classerais en BIRATS 3, tout simplement parce que on peut très bien avoir des cancers inflammatoires. Donc, c'est-à-dire on peut avoir des signes inflammatoires avec une pathologie tumorale, mammaire, et l'abcès ou les collections vont masquer la tumeur. Dans ce cas, moi, je préfère les classer BIRATS 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des patients qui vont recevoir une antibiothérapie et après 2 mois, on les recontrôle à l'échographie. Voilà, on les surveille après 2 mois et là, on s'assure qu'il n'y a plus de collection et qu'il n'y a pas de cancer sous-jacent. L'autre cas de figure des BIRATS 3, ce sont les cytostéatonécroses. Et là, vous avez déjà un contexte particulier, généralement soit un contexte post-traumatique, soit un contexte post-opératoire. Généralement, c'est le contexte post-opératoire, donc vous avez des lésions qui paraissent un peu anéchogènes, avec des contours irréguliers, donc ça peut prêter à confusion. Est-ce que c'est une tumeur? Est-ce que c'est une plage de stéatonécrose? Là, c'est le contexte, vraiment le contexte clinique qui va nous orienter. Enfin, le troisième volet, c'est la pathologie maligne.
Là, je vais vous montrer quelques exemples typiques de cancer du sein qu'on a diagnostiqué à l'échographie. Donc, c'est des lésions qui sont plutôt arrondies, avec un grand axe perpendiculaire et non pas parallèle à la peau, avec des contours irréguliers, qui est fortement hypoéchogène. Là, on voit très bien l'hypoéchogénécité. C'est des lésions BI-RADS 4, voire BI-RADS 5. Ces lésions donc, qui peuvent présenter ce qu'on appelle des prolongements dendritiques. Donc, c'est l'aspect spiculé des cancers mammaires. C'est le même aspect qu'on retrouve à la mammographie. Voilà, donc toujours la même chose. Ici, c'était un peu plus compliqué parce qu'il y a une atténuation. On ne voit pas ce qui se passe derrière. Pourquoi? Parce qu'il y avait des microcalcifications très suspectes au niveau de la lésion. Et voilà, toujours le grand axe qui est plutôt perpendiculaire que parallèle à la peau. Donc, une fois que vous êtes devant ce genre d'image, le premier réflexe à avoir, parce que la patiente elle est toujours au niveau de l'échographie, c'est d'aller vérifier les aires ganglionnaires et rechercher les adénopathies, principalement au niveau axillaire, au niveau susclaviculaire et au niveau mammaire interne. Donc, c'est des adénopathies qui sont très suspectes, arrondies, de forme un peu polylobée, qui sont fortement hypoéchogènes. Donc, lésions très suspectes plus adénopathie, vous êtes directement dans du BI-RADS 5. Un petit mot sur la scénologie interventionnelle. Donc, c'est bien, là, vous avez diagnostiqué les lésions, vous avez fait votre classification BI-RADS. Donc, pour avancer un peu plus, on peut proposer, dans un premier temps, ce qu'on peut faire à l'échographie, ce sont les cytoponctions. Cytoponction, l'indication la plus fréquente, c'est quoi? C'est quand vous avez un kyste, une lésion qui est purement kystique, de grande taille, qui est douloureuse, vous pouvez, sous la table d'examen, soulager votre patiente, mettre une aiguille, éco-guidée, faire une aspiration, et là vous videz le kyste, et ça peut soulager la patiente. Ou bien lorsqu'il y a une collection abcédée ou autre. Donc c'est un examen qui se fait sous contrôle échographique. Ça ne nécessite pas d'anesthésie locale, donc ça n'a aucun intérêt. Et l'étalement sur l'âme. Pourquoi étalement sur l'âme? Plutôt pour les lésions kystiques avec un bourgeon, une végétation. Donc il faut aller vers la région qui est solide et faire une cytoponction avec une petite aiguille. Mais bon, généralement on ne le fait pas parce que, comme je l'ai dit aussi autant on est performant en termes de cytologie thyroïdienne, autant en termes de cytologie mammaire, on n'est pas du tout performant. Les anapathes n'arrivent pas à trancher et il faudrait plutôt aller vers les biopsies, donc que ce soit des microbiopsies ou des macrobiopsies. Donc plus on va donner de fragments à l'anapathe, plus il sera à l'aise pour donner un diagnostic. Donc les microbiopsies peuvent se faire aussi à l'échographie, tout simplement, donc avec une aiguille pour toutes les masses qui sont suspectes, sous contrôle échographique. Et il y a aussi les macrobiopsies, mais là les macrobiopsies stéréotaxiques, ça se fait plutôt avec des mammotomes, avec la mammographie et pas avec l'échographie. Alors bon, ça ne fait pas partie de l'exposé d'aujourd'hui, mais je sais que beaucoup de médecins nous appellent pour savoir quelle est l'indication de l'IRM mammaire, donc je profite de l'occasion pour faire cette précision. Généralement, l'écho et la mammographie est largement suffisante dans 99% des cas pour trancher entre une lésion bénigne ou une lésion maligne. Dans certains cas, on peut être amené à faire une IRM mammaire. Alors, lorsque on se retrouve devant une lésion qui est visible sur une seule incidence. Par exemple, on fait une mammographie. Quand vous faites une mammographie, à chaque fois, on a deux incidences, un cliché de face, un cliché de profil. Lorsque on voit la lésion sur une seule incidence, il y a une discordance. Donc, à partir du moment où il y a une discordance, il faut pousser les investigations plus loin et demander une IRM mammaire. Lorsque vous avez un écoulement mamelonnaire avec une mammo et une galacto qui est négative, d'accord? Donc l'écoulement mamelonnaire, généralement, ça aussi c'est un message à avoir, un écoulement mamelonnaire, première chose à demander, c'est la galactographie. Et quand on dit galactographie, tout simplement, ça regroupe les trois. C'est-à-dire on fait un repérage, on injecte un produit à travers le mamelon et on fait un examen comme un examen radiologique. Donc on a à la fois l'opacification, la mammographie et on complétera par une échographie. Donc c'est un examen qui est très complet pour les écoulements mamelonnaires.
et lorsqu'il y a une discordance entre la clinique et la radiologie. C'est-à-dire vous palpez un nodule, mais on fait une écho et une mammo, on ne retrouve pas de nodule. Ou l'inverse. Là, il faut demander à faire une IRM mammaire. Les autres circonstances, c'est pour le bilan d'extension. Lorsqu'on a une lésion multifocale, et ça arrive plus qu'on le croit, vous avez une lésion qui est multifocale, là il faut faire un bilan d'extension, il faut demander une IRM mammaire. Pourquoi? Pour rechercher. Là on a vu peut-être deux lésions à la mammographie, l'IRM peut révéler d'autres lésions qui étaient passées inaperçues. Ou bien, c'est un cas aussi qui est assez fréquent, lorsque vous avez une adénopathie métastatique isolée. Ça veut dire quoi? Vous avez une femme qui se présente, qui a au niveau axillaire une adénopathie. Donc vous arrivez parfaitement à la palper, vous faites une échographie, ça n'a pas l'air d'une adénopathie inflammatoire, elle a perdu le île vasculaire, il n'y a pas de centre hyperéchogène, c'est une adénopathie qui est arrondie, mais on fait l'écho et la mammo, on ne trouve rien du tout. Là, il faut se poser la question, il faut pousser les investigations et faire une IRM mammaire parce qu'il y a des lésions qui peuvent passer inaperçues. Autre situation, les femmes qui portent des prothèses mammaires, là la mammographie n'est pas très performante, l'écho est plus performante et l'IRM l'est encore plus. Dans la surveillance post-opératoire, pourquoi? En post-opératoire précoce, il y a pas mal de phénomènes de fibrose. Et lorsqu'on fait une écho ou une mammo, on va voir des lésions qui sont hypoéchogènes, on n'arrive pas trop à dire est-ce que c'est réactionnel ou pas. Par contre, l'IRM peut trancher. Est-ce que c'est de la fibrose post-opératoire ou bien c'est vraiment une lésion tumorale? Et enfin, dans la surveillance des patientes à risque génétique connu. Donc on revient sur les fameux gènes BCR1 et 2. Les femmes qui sont porteuses de ce gène et qui le savent, on peut leur faire une IRM mammaire pour éviter à chaque fois de faire des mammographies qui sont irradiantes. Donc on peut faire cette IRM mammaire pour savoir exactement dans le cadre du suivi. Donc pour conclure, donc moi je dirais que les tumeurs du sein, c'est une pathologie qui est très fréquente, donc il ne faut pas sous-estimer, il faut toujours avoir à l'esprit un cancer mammaire et l'éliminer par le diagnostic clinique, radiologique et mammographique. Plus le dépistage se fait tôt, meilleur sera le pronostic de guérison. Ça aussi, c'est un message qu'il faut transmettre. D'où les fameuses campagnes de dépistage. Donc, de plus en plus, maintenant, dans les campagnes, etc., il y a deux types de dépistage. Il y a ce qu'on appelle le dépistage de masse et le dépistage individuel. Donc, c'est deux choses auxquelles il faut vraiment insister. Quand est-ce qu'il faut dépister? À partir de 40 ans. C'est-à-dire toutes les femmes qui ont plus de 40 ans, il faut leur demander de faire une mammographie systématiquement, mammographie plus échographie. Malheureusement, il y a encore pas mal de campagnes de dépistage qui font uniquement une mammographie. Et on se retrouve avec des femmes qui viennent avec une mammographie, qui ont une lésion suspecte. À la mammographie seule, on ne peut pas trancher, et donc on est obligé de compléter par une échographie et, pour avoir une bonne classification BI-RADS. Troisième message à retenir, l'autopalpation. Vraiment sensibiliser les patientes pour s'autopalper parce que ça fait vraiment partie des premiers motifs de consultation. Donc l'échographie mammaire, pour moi, c'est plutôt pour une orientation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas utiliser l'échographie, c'est juste parce que c'est un examen qui est disponible, que vous pouvez avoir à portée de main. Donc faites l'échographie déjà pour savoir est-ce que c'est plutôt une lésion kystique ou tumorale, maligne, mais systématiquement, lorsque vous voulez aller plus loin, il faut demander la mammographie. Et c'est vraiment le couple mammographie plus échographie. On peut arriver à des valeurs prédictives qui dépassent les 99%. Donc rien qu'avec la mammographie-échographie, on peut poser le diagnostic de cancer du sein. Voilà, je vous remercie pour votre attention. S'il vous plaît, je peux poser une question? Merci d'abord pour votre exposé qui est vraiment très, très intéressant pour nous, généralistes. Je rappelle que vous êtes radiologue à Oujda. Avant de céder le micro, je voudrais vous poser juste une petite question. Pourquoi ne pas compter juste sur l'échographie pour le dépistage? Pourquoi d'abord le mammo, s'il n'est pas concluante, on complète par l'échographie? Alors effectivement, il y a certaines études qui ont été faites pour voir quelle était la valeur de l'échographie seule.
Alors le problème de l'échographie, lorsque vous avez une patiente qui est jeune avec des seins qui sont denses, l'échographie est plus performante que la mammographie. D'accord? Mais dans le cas inverse, pour les seins graisseux, l'échographie, dans ce cas-là, est beaucoup moins performante que la mammographie. Donc, lorsque vous faites toutes ces études, vous voyez la valeur prédictive de l'échographie seule, celle de la mammographie seule, et lorsqu'on joint les deux, le fait de faire à la fois la mammographie et l'échographie, on monte vraiment à des taux de dépistage qui sont très très importants et qui sont très suffisants. Alors, je rejoins le docteur Oulad Al-Fqih parce qu'il faut se placer dans deux situations différentes. La première situation, c'est quand il y a une pathologie, quand on suspecte une pathologie. Là, l'échographie plus la mammographie, c'est indéniable. Mais en situation de dépistage, la femme a 40 ans, il faut qu'elle fasse des dépistages tous les 3 ans. Donc, on privilégie toujours une échographie avec des seins qui ne sont pas très graisseux, etc. Parce qu'il y a eu des études qui ont conclu que la mammographie, dans le cas du dépistage, induit des cancers par radiation. Donc, tant qu'on est dans le dépistage, on ne demande qu'une échographie. Malheureusement, les radiologues, même quand on demande échographie toute simple, ils ajoutent mammographie. Et ça, c'est incompréhensible. Il faut que le radiologue réponde à la demande du médecin qui a examiné. Merci beaucoup. Moi, je ne dirais pas malheureusement, je dirais heureusement. Parce que l'échographie seule en matière de dépistage n'a pas, à mon sens, lieu d'être. L'échographie seule. Pourquoi? Parce qu'on peut passer à côté de pas mal de lésions. Et quel est l'objectif principal de tout ça? C'est de faire le diagnostic précoce. C'est la précocité. Et avec une mammographie seule, c'est difficile. Avec une échographie seule, c'est difficile de faire ce problème. Première problématique. Deuxième chose, en matière de dépistage, l'échographie, ce n'est pas tous les 3 ans. À partir de 40 ans, c'est tous les 2 ans. D'accord? Sauf chez les patientes qui ont des antécédents familiaux. C'est-à-dire une patiente qui a déjà une mère, une tante ou une sœur qui a un cancer du sein connu. Là, le dépistage doit se faire chaque année. Chaque année, parce que le facteur génétique, comme je vous l'ai dit, a été prouvé. Maintenant, effectivement, il y a une problématique qui se faisait il y a quelques années, qui disait, bon, est-ce qu'il y a des cancers radio-induits, etc. Mais honnêtement, ce sont des études auxquelles on n'a pas fait suite. Et d'ailleurs, là où vous allez, toutes les campagnes de dépistage, ça va être mammographie plus échographie. Pourquoi? Parce que, de toute façon, pour tous les examens radiologiques, il faut avoir une notion en tête. C'est-à-dire qu'il faut toujours voir le bénéfice-risque. Ça veut dire quoi? Le risque de cancer radio-induit est vraiment minime par rapport au bénéfice si vous trouvez un cancer du sein. Donc là, c'est vraiment ça, c'est le premier raisonnement de tout radiologue. C'est le rapport bénéfice-risque. Que ce soit pour faire un examen scanographique ou quoi que ce soit, parce qu'on utilise des rayons X, on va toujours étudier le bénéfice-risque. Et là, le bénéfice de dépistage précoce l'emporte largement par rapport au bénéfice de cancer radio-induit qui est vraiment très minime. Micro. Succinct et très complet. Ma question, lorsque la sonde passe au-dessus du mamelon, ça génère un cône d'ombre postérieur. Et on hésite, est-ce que c'est une image du mamelon ou bien c'est une lésion tumorale? Comment dépiéger ce problème? Alors c'est une bonne question parce que ça va nous ramener à la technique de réalisation de l'examen. Donc quand vous faites, bien sûr, vous explorez le sein. Bon, malheureusement, on n'a pas de volontaire pour faire une démonstration. Mais
comme je vous l'ai dit, il faut être rigoureux. C'est-à-dire, vous faites votre examen, vous palpez en même temps, vous utilisez la sonde et vous allez cadran par cadran, vraiment de façon systématique. N'allez pas directement aux lésions. Une fois que vous terminez les cadrans, il faut aller explorer la région mamelonnaire. Dans ce cas-là, effectivement, tout dépend du positionnement de votre sonde. Donc ça dépend comment vous avez l'habitude de prendre votre sonde. Donc des fois, il faut juste jouer sur l'inclinaison de la sonde. C'est-à-dire il faut contourner le mamelon et, c'est-à-dire au lieu d'aller directement sur le mamelon, vous allez juste un petit peu au-dessus. Voilà, et vous inclinez votre sonde. Là, vous allez pouvoir explorer le mamelon. Et le mamelon, on le voit à l'échographie. C'est tout simplement, vous allez le voir juste en dessous du plan cutané, vous allez voir un petit bourgeon qui est ovale, en demi-cercle de lune, qui est concave et qui est petit. Ça, c'est le mamelon. Mamelon normal. Lorsqu'il est pathologique, effectivement, vous pouvez voir, lorsqu'il y a une rétraction mamelonnaire, vous n'allez plus avoir le croissant lunaire, qui est bien fin et régulier, vous allez avoir des prolongements au niveau de ce bourgeon, si on peut dire ça comme ça. Là, effectivement, il faut craindre. Mais il suffit de jouer un petit peu avec l'inclinaison de la sonde pour bien explorer le mamelon. Merci. Merci, Dr Brada, pour votre participation à la formation médicale continue. C'est un plaisir. Permettez-moi de vous présenter un petit souvenir en guise de participation à cette formation de la part des MG Maroc.